Aujourd'hui, on estime qu'il y a un peu moins de 430 câbles sous-marins au fond des océans et 99% du trafic Internet, du trafic de données entre les entreprises passe par ces câbles sous-marins. On ne les voit jamais, ils sont enfouis au fond des mers, mais ils sont essentiels au fonctionnement d'Internet et aux échanges de données numériques à travers la planète. Tellement essentiels qu'ils suscitent de nombreuses convoitises. Outre les risques d'espionnage ou de piratage, notamment en ce moment avec la guerre en Ukraine, les câbles sous-marins font l'objet d'une bataille de titans entre les États et les opérateurs privés, notamment les tout-puissants GAFAM. Aujourd'hui, les géants américains du numérique utilisent une grande partie de la bande passante disponible sur ces câbles et en plus, ils installent leurs propres câbles au fond de la mer. Ils seront demain quasiment les propriétaires d'Internet. C'est un marché mondial non régulé, il n'existe pas de police des câbles. C'est donc une préoccupation croissante pour les États et aussi pour les entreprises. Un sujet passionnant à propos duquel j'ai eu envie d'en savoir plus. Alors j'ai interrogé un professionnel du secteur, Thomas Lanotte, directeur commercial de BSO, une société française qui fournit des solutions d'infrastructure aux entreprises pour les applications critiques. Bonjour Thomas Lanotte. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de la société BSO. Vous pouvez nous présenter un petit peu BSO avant toute chose ? Oui, bien sûr. Alors, BSO est une société française fondée par 3 ingénieurs en 2004. Ça fait bientôt 18 ans qu'on existe. BSO, c'est l'acronyme du nom de famille des 3 fondateurs. Mais notre tagline, c'est de fournir des solutions d'infrastructure haute disponibilité pour business et applications critiques. C'est-à-dire qu'on va fournir 3 types de services, des services de télécommunication, de cloud hybride et des services d'infogérance de DevOps as a Service, c'est-à-dire tout l'accompagnement et l'ingénierie qui tourne autour de la migration de ces plateformes digitales. Alors, vous êtes en prise directe, je dirais, avec ces fameux câbles sous-marins. On en parle de plus en plus de ces câbles sous-marins, car ils ont pris une importance énorme, finalement, dans notre vie connectée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'ampleur de cette infrastructure de câbles sous-marins au niveau mondial ? Oui, en effet, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, on estime qu'il y a un peu moins de 430 câbles sous-marins au fond des océans, ce qui représente 1,3 million de kilomètres de câbles, c'est-à-dire 3 fois la distance entre la Terre et la Lune. Alors, ils servent à quoi, ces câbles ? Alors, ces câbles, en fait, c'est 99% du trafic Internet, du trafic de données entre les entreprises passe par ces câbles sous-marins. Il est pas rare d'entendre dans des discussions que l'Internet passerait par le satellite. Le satellite est plutôt une solution pour désenclaver des zones grises, et ça, c'est le cas de notamment la solution de Elon Musk. Starlink. Starlink, exactement, avec OneWeb, qui sont d'autres solutions aussi. Mais grosso modo, le trafic Internet, c'est 90% à travers les câbles sous-marins. Il faut quand même rappeler que ces câbles sous-marins appartiennent historiquement aux opérateurs, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a plus seulement les opérateurs qui sont sur le coup. C'est ça. Pendant la majorité du temps, c'était des initiatives d'État à travers les opérateurs historiques qui se sont alliés ensuite avec d'autres opérateurs suite à la déréglementation globale du secteur. Donc, il n'était pas rare d'avoir des consortiums avec 10, 15 opérateurs pour construire des assets qui peuvent faire jusqu'à 20 000, 30 000. Je crois que le plus long est à 39 000 kilomètres de long. Donc, ils partagent l'investissement. C'est lequel ? C'est le câble Simiwi 3, qui est un câble qui a une 20aine d'années, je crois. Et qui relie quelle zone ? Qui relie l'Asie à l'Europe avec beaucoup de branching units, c'est-à-dire des points d'atterrissement sur tous les pays traversés. Il y en a un qui est en préparation là au départ ou à l'arrivée, je sais pas comment il faut dire, du Japon également, qui fait pas mal parler de lui. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, c'est le câble Juno, à l'initiative d'un consortium l'idée par NTT, l'opérateur japonais, qui a confié la pose du câble et son exploitation à NEC. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter de la capacité, parce que on fait face à un enjeu aujourd'hui, c'est l'absence de capacité sur des zones spécifiques, notamment
notamment en Asie, où il devient de plus en plus compliqué pour des acteurs, même pour nous, même comme nous, d'upgrader comme on voudrait certaines capacités sur certains câbles. Donc on est ravi de voir qu'il y a des initiatives comme celle-ci où donc d'ici 2023 Juno va pouvoir être disponible. Juno, c'est un câble d'une capacité de 350 Tera avec une nouvelle technologie qui s'appelle le Space Division Multiplexing. Grosso modo, c'est 20 paires de fibres dans un câble de 10 000 km, alors qu'aujourd'hui, on était plutôt sur 16 paires de fibres. Donc, ça va permettre beaucoup de bandes passantes et surtout un câble qui n'est pas la propriété des GAFA, les FANG en anglais. Puisque aujourd'hui, on estime que les propriétaires traditionnels, c'est-à-dire les consortiums de câbles, maîtrisent 50% de la bande passante mondiale. Et on estime que d'ici 5 à 6 ans, les GAFAM devraient être propriétaires ou louer 90% de la bande passante disponible. Alors, c'est ça qui inquiète beaucoup de monde, notamment en Europe, Thomas Lanotte. C'est que, finalement, pour dire les choses clairement, les GAFAM sont en train de mettre la main sur Internet. Concrètement, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? La conséquence liée à tout type de monopole, c'est pas forcément très vertueux. La bande passante pourrait ne pas être disponible pour des applications critiques, mais plutôt pour les applications type Internet, c'est-à-dire du transfert de données entre les gros fournisseurs de contenu US qui vont fournir du social network, qui vont fournir de la vidéo, comme YouTube, comme Netflix, comme Meta, qui sont responsables de la majeure partie des transferts de données aujourd'hui, parce que c'est extrêmement gourmand en bande passante. Voilà, donc avec l'apparition de l'IoT, qui là est plus business que retail, il est important que le business puisse se défendre dans ce monde et dans cette concurrence acharnée et puisse disposer de la bande passante nécessaire et pas dépendre des GAFAM qui, eux, ont les moyens de payer des câbles upfront. C'est-à-dire qu'un câble aujourd'hui coûte entre 600 millions de dollars et 1 milliard, peut-être plus cher pour les câbles qui dépassent les 15 000 kilomètres. Mais aujourd'hui, ces sociétés-là ont le cash disponible pour financer des câbles en propre, puisque typiquement au même moment où Juno va sortir entre les US et le Japon, il y a d'autres câbles comme Topaz qui sera 100% l'ownership de Google, Echo dont Google fera partie avec d'autres, et Cap One qui est un autre câble entre les US et le Japon qui sera détenu par Amazon Web Services et le groupe Meta. Donc il y a vraiment une concurrence dans les nouveaux câbles qui vont arriver. Et le risque finalement de tout ça, c'est un peu un risque de perte de souveraineté pour les pays qui n'ont pas la capacité à avoir leur propre câble ou avoir leur câble en propre, c'est ça ? C'est vrai. Alors il y a quelques initiatives para-étatiques. Chez BSO, on a récemment intégré un nouveau câble qui s'appelle Elalink, qui relie Fortaleza au Brésil à Sines au Portugal. C'est un câble extrêmement stratégique puisqu'à l'initiative, il y avait des instituts de recherche qui voulaient favoriser les échanges de données entre l'Europe et le Brésil sans devoir passer par les États-Unis qui aujourd'hui sont le point de passage obligé pour les communications data entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Donc aujourd'hui, on a ce nouveau câble qui est disponible, extrêmement puissant et qui n'appartient pas aux GAFAM. Donc ça nous laisse plus de latitude pour ne pas dépendre déjà de la mainmise de ces GAFAM et surtout de favoriser les échanges business, c'est-à-dire finance, recherche et médecine entre ces deux continents. Donc la question, c'est qui possède ces câbles et puis également les risques d'espionnage ou même carrément, on en parle, on le voit en ce moment avec la guerre en Ukraine, des risques de piratage et de coupure. Oui, c'est ça, en fait, c'est relativement lié. Alors effectivement, on a tous entendu parler d'histoires de bateaux militaires, de sous-marins dont les trajectoires suivraient étrangement les trajectoires de certains câbles sous-marins bien connus. Vous avez un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle submarinecablemap.info, qui recense tous les câbles existants et surtout tous les câbles à venir, avec les points d'atterrissement et quasiment les coordonnées GPS de ces points. Donc, ce qui pose un autre problème, c'est que ces données étant publiques,
on sait aussi les points denses d'arrivée de tous les câbles. On sait notamment que Marseille est une plaque tournante des câbles sous-marins qui relient l'Asie à l'Europe. Et à Marseille, on peut s'apercevoir sur ce site que c'est un véritable plat de spaghettis, puisqu'il y a une vingtaine de câbles qui arrivent à Marseille. Donc, il faut une sorte de menace parce que on sait par où ces câbles passent. Idem, canal de Suez. Donc, les principaux risques, c'est du tremblement de terre, c'est des risques systémiques. Ça peut être des bateaux de plus en plus gros qui vont charrier les câbles dans des profondeurs moyennes. C'est notamment le cas dans le canal de Suez où il y a eu pas mal d'incidents. Quel type d'incidents ? Des incidents de câbles coupés, endommagés par les ancres, parce qu'il y a beaucoup de densité de câbles et de bateaux dans ces zones-là. Après, il y a un autre danger, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a 430 câbles dans le monde et uniquement 40 bateaux câbliers. Ces bateaux qui sont capables d'aller envoyer des drones sous-marins pour récupérer des câbles qui reposent au fond des mers, donc jusqu'à 4000 mètres de profondeur, pour les ramener à la surface dans des chambres stériles pour souder, splicer ces câbles et les réparer. Et on sait que une réparation entre les demandes d'autorisation pour que le bateau puisse intervenir dans une zone et le temps de réparation effectif, ça peut être entre 3 semaines et 6 semaines pour réparer un câble. Et on l'a vu avec les typhons qui ont eu lieu en Asie du Sud-Est il y a 4-5 ans. Beaucoup de câbles ont dû être réparés en même temps. Ça a été une véritable source de problèmes de bande passante dans cette région. Et de la même manière que pendant le Covid, pendant 3 à 6 mois, il était très difficile de faire des maintenances imposées par les câbles. Et donc, après la pandémie, il y a eu beaucoup de maintenances programmées qui ont affecté la disponibilité des câbles dans toutes les zones du monde. Est-ce que toutes ces menaces, entre guillemets, en tout cas toutes ces contraintes sur les câbles, ça impacte aujourd'hui véritablement le trafic Internet ? Est-ce que, par exemple, ça peut conduire à des baisses de capacité de connexion ? Est-ce que demain, Netflix fonctionnera moins bien chez moi parce qu'il y a un câble au fond de l'océan qui aura été sectionné ? Oui, bien sûr. Alors, on le voit au niveau business. Quand des câbles sont impactés, on va devoir rerouter du trafic sur d'autres câbles. Donc, il peut y avoir des problèmes de lag, des problèmes de congestion. Alors, nous, chez BSO, justement, notre métier, c'est d'éviter de garantir une disponibilité totale dans 99%, 99,999%. Donc ça, c'est le métier d'opérateur telco comme BSO. Mais lorsqu'on va parler d'internet, l'internet public, sans garantie de qualité de service, là, il peut y avoir des congestions et certains événements internationaux peuvent avoir un impact. Alors, ça n'a pas eu lieu depuis quelque temps, mais je me souviens que le jour du 11 septembre 2001, tous les réseaux Internet, la plupart des réseaux Internet étaient congestionnés. Il était extrêmement compliqué d'accéder à la moindre donnée. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'aujourd'hui, avec la multiplication exponentielle des trafics, et les câbles sous-marins ne suivent pas forcément cette demande exponentielle, on pourrait imaginer qu'un événement international important pourrait congestionner l'Internet mondial, oui, effectivement. Merci Thomas Lanotte, directeur commercial de la société BSO.